À l'affiche, Opale Capital et son président Paul Moreno-Bleuséville, fidèle au poste, qui vient nous voir tous les ans pour faire un point sur la structure créée il y a de cela quelques années. On va donc faire ce point-là. Déjà, petit souvenir, on avait évoqué la dernière fois l'objectif de 100 millions d'encours. Vous en êtes où? Alors aujourd'hui, on a dépassé ça. On a plus de 140 millions d'encours. Et ça continue sur une dynamique très positive. Et alors, en termes de partenaires, puisque votre logique, c'est de distribuer du private equity via des réseaux de distribution externe, vous bossez avec combien de CGP, combien de clients? Eh bien, aujourd'hui, on a discuté avec beaucoup de partenaires. C'est 300 CGP ou structures de family office qui distribuent nos produits aujourd'hui, qui ont été convaincus par la qualité de notre sélection et de la conception de notre offre. Et au final, combien de clients? Aujourd'hui, on a plus de 1000 clients qui ont souscrit à des produits Opale Capital. Alors, la conception de votre offre, pourquoi bosser avec vous? Vous m'apportez quoi? Alors, c'est très simple, Jean-François. Si vous regardez ce qui s'est passé, mettons, entre 2005 et 2022, où que vous investissiez, ça marchait. Pourquoi ça marchait? C'est parce qu'en fait, les taux baissaient, les banques centrales étaient en train d'injecter des liquidités, la croissance était relativement stable. Enfin, disons que tous les indicateurs étaient ouverts. Dans ce cas-là, effectivement, tout le monde a bien marché. Donc, vous nous affirmez en tout cas déjà que les perspectives, les résultats passés ne préjugent en rien des résultats futurs. Et c'est absolument notre thèse centrale qui est aujourd'hui l'environnement est complètement différent. Et donc, pour pouvoir détecter qui sont les fonds qui ont des chances de faire des performances intéressantes à l'avenir, eh bien, en fait, la grille d'analyse est beaucoup plus complexe que juste regarder le passé et se dire « Ah, ils ont été bons ». Et donc là-dessus, c'est là la valeur ajoutée d'Opale, c'est de se dire, en fait, nous, on est des experts dans cette sélection à la fois de stratégies et de fonds qui sont actifs dans les stratégies qu'on a sélectionnées. C'est un boulot colossal. Aujourd'hui, on a regardé 1800 fonds, on en a sélectionné que 21. Donc ça vous dit, voilà, 1% de taux de sélectivité. Et en fait, ce boulot est nécessaire pour être pertinent dans la façon d'investir dans les actifs privés. Ok, dans la sélection que vous faites, vous me dites on n'en a pris que 21 dans 1800 analysés. Il n'y en a que 21 parce qu'il n'y en a que 21 qui sont bons, ou il n'y en a que 21 parce que finalement vous faites aussi un choix de stratégie que vous proposez aux clients. Autrement dit, est-ce que vous êtes sélectif ou est-ce que vous êtes une plateforme qui dit nous on sélectionne les bons fonds et puis derrière vous choisissez ce que vous voulez? Non, en fait les étapes logiques de création d'un fonds Opale, c'est on commence par regarder le contexte économique et les perspectives. À partir de ça, on se dit, en fait, comment est-ce qu'il est pertinent d'investir dans ce contexte économique? Est-ce que c'est des stratégies actions, des stratégies de dette et si oui, lesquelles? Parce qu'en fait, toutes ne sont pas identiques. Et une fois qu'on a détecté la stratégie qui nous plaît, en fait, là, on va sélectionner 3 à 5 fonds parmi les centaines de fonds qui sont présents sur cette stratégie. Historiquement, depuis le début, vous avez créé combien de fonds? Alors, on en a lancé 5. Ok, 5. Donc, je me rappelle, les premiers, c'était du private equity, entre guillemets, de manière traditionnelle. Aujourd'hui, puisque vous me dites qu'il y a une sélectivité des stratégies en fonction de l'environnement, aujourd'hui, vous avez combien d'offres disponibles et sur quoi? Alors aujourd'hui, on a, donc sur les 5, on en a 3 qui sont sur étagère aujourd'hui. On a un fonds qui n'investit que dans des stratégies de secondaire. Alors, on va commencer par celui-là, si vous voulez bien, parce que vous m'en aviez parlé la fois précédente, oui, et vous m'avez dit, mais on lance parce qu'il y a un phénomène d'opportunité avec les évolutions sur les marchés, la baisse des marchés, donc il y a des institutionnels qui sont contraints de vendre parce qu'ils font exploser leur ratio, et donc on arrive à racheter des participations à des prix intéressants. C'est toujours le cas aujourd'hui? Alors c'est toujours le cas. C'est drivé en premier lieu par le fait que les fonds de private equity sont depuis 2 ans dans une panne relative de transactions, c'est-à-dire qu'ils vendent peu les participations qu'ils ont en portefeuille. Ça met une contrainte très forte sur les institutionnels qui doivent en fait gérer leur portefeuille de façon dynamique, alors que avant cet aspect dynamique se faisait tout seul. Donc là aujourd'hui, il faut qu'ils soient actifs sur leur portefeuille et donc doivent vendre certaines de leurs positions. C'est là que le marché de secondaire prend tout son intérêt. Ok, donc ça, cette stratégie, vous m'en aviez parlé la dernière fois que vous étiez venu. Il y en a donc 2 nouvelles. Quelles sont-elles? Alors, nous avons aussi lancé un fonds de dette qui investit dans des fonds de crédit tactique qui vise en fait à trouver des niches parmi les sociétés qui ont besoin de financement où la complexité est telle qu'ils ont en fait peu d'options sur la table pour se financer.
Et en fait, le fait d'avoir finalement peu de concurrence, de pouvoir créer une offre très sur mesure qui épouse cette complexité, se rémunère. Et en fait, ici, on a des couples rendement-risque qui sont anormalement attractifs. Anormalement attractif, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que vous avez une stratégie de dette, donc avec beaucoup de protection, mais que c'est une stratégie qui va viser entre 13 et 15% de TRI. Ok. Donc on est proche du private equity, mais avec un risque de dette. Troisième offre, on est sur l'étagère. La troisième offre sur étagère, c'est une stratégie de buyout qui va investir sur 5 fonds. Et ici, on a choisi 3 verticales. Et comme je disais tout à l'heure, on a vraiment choisi les verticales avant les fonds. Première verticale, c'est la verticale de la santé, qui s'appuie sur le thème du vieillissement, donc qui est vraiment un terme de long terme. Deuxième verticale, c'est la verticale des logiciels SaaS. Pareil, en fait, on s'appuie sur les thèmes de la numérisation de l'économie qui est grimpante. Et le troisième thème, c'est un thème de décarbonation, de solutions de décarbonation. Et donc pareil, on a pris cette approche, on a regardé des centaines de fonds avant d'en sélectionner 5 qui collent exactement à nos critères. Objectif de TRI sur ce produit? Celui-là, on va viser plus de 20% de TRI. Alors c'est effectivement un produit qui a un risque d'equity et qui est un peu plus concentré que... Juste, vos stratégies, elles sont européennes ou elles sont internationales? J'ai du risque de change? C'est mondial. Tous les fonds qu'on va regarder, ça peut être vraiment des fonds qui sont nord-américains, européens ou même asiatiques. Et on va investir via notre fonds, effectivement, dans les fonds directement. Et donc, il y a effectivement de l'exposition au dollar. Ok, je voudrais qu'on regarde aujourd'hui, vous m'avez dit que les chiffres étaient bons en termes d'encours. Dans ces 3 stratégies aujourd'hui, donc on voit la dette, c'est la moins risquée. Le buyout, c'est le plus risqué. Aujourd'hui, les gens, ils ont plutôt tendance à se tourner vers quel type de stratégie? Alors, on voit vraiment des comportements très polarisés. On a vraiment cette approche de dire si je suis dans une approche où mon portefeuille, j'ai vraiment une poche dans laquelle je veux prendre du risque, et ben je vais prendre la stratégie qui rapporte a priori le plus. Si je veux au contraire être dans une approche assez défensive, c'est vrai que on voit les gens investir dans le fonds de dette ou le fonds de secondaire. On a vraiment les deux populations, elles sont très disjointes. Bon, moi je suis d'un profil à aimer le risque. Donc, je voudrais qu'on s'arrête 2 secondes sur le sujet du buyout. Oui. Parce que je veux bien prendre du risque, mais j'essaie non plus de pas être fou. Et pas simplement me laisser attirer par des rendements qui sont des rendements importants. J'ai une question sur la dernière fois qu'on s'est vu, on n'était pas tout à fait dans nos niveaux de taux d'intérêt. L'environnement a quand même pas mal changé. Je voudrais m'interroger sur les valorisations. Oui. Et pour vous interroger sur les valorisations, je propose tout de suite qu'on regarde un graphique. Ce graphique, c'est l'indice Argos, qui publie différents types de graphiques. J'ai retenu celui-là. C'est les valorisations des entreprises. Et le constat, je constate qu'elles ont baissé, ce qui est à peu près cohérent dans un environnement où les taux d'intérêt ont remonté. Mais moi, surtout, le truc qui me surprend quand je vois le graphe, c'est que je vois la courbe bleue, les fonds d'investissement qui payent depuis plusieurs années plus cher que les acteurs stratégiques. Moi, je veux bien, mais je veux bien espérer faire des bonnes performances. Mais est-ce que je suis pas en train de surpayer les actifs? Alors, il y a peut-être 2 choses à faire avant de vraiment commenter ces chiffres. C'est de savoir comment est bâti cet indice Argos et quels sont finalement les risques d'interprétation qu'on prend. Comment il est bâti? On prend un échantillon des transactions qui ont été faites dans le mid-market européen et on va regarder les valorisations de cet échantillon. L'indice Argos, c'est la médiane de cet échantillon. Donc, comme pour toute approche statistique où on fonctionne sur un échantillon, en fait, vous avez un niveau d'erreur qui est relativement important en fonction de la taille de l'échantillon. Et donc, il faut surtout pas regarder l'indice Argos comme un point, mais plutôt comme une fourchette. Et de ce point de vue-là, en fait, interpréter le fait qu'une courbe est au-dessus d'une autre, c'est en fait aller trop loin. Donc, il faut plutôt regarder les tendances. Et là-dessus, en fait, ce qu'on voit comme tendance, c'est un léger tassement des valorisations payées par à la fois les stratégiques et les fonds d'investissement, mais une remontée des fonds d'investissement sur les derniers mois. Est-ce que le marché se réanime un peu? Exactement. Et en fait, c'est l'indice qu'on tire de cet indice Argos. C'est le fait que cette remontée des fonds d'investissement, elle est non pas tirée par le fait que en moyenne on paye plus ou on paye moins. Elle est tirée par le fait qu'il y a plus de transactions qui sont dans des valorisations dites élevées par la catégorisation Argos, c'est-à-dire à plus de 15 fois l'EBITDA.
C'est un indice hyper intéressant parce que quand vous regardez vraiment la composition des transactions, vous avez en fait les fonds d'investissement achètent des sociétés qui sont leurs sociétés de portefeuille et ces sociétés vont avoir une activité d'acquisition. Les petites acquisitions dans les grosses sociétés de portefeuille, elles ont des multiples relativement faibles. Là, le fait qu'on ait des transactions qui viennent à nouveau sur les multiples élevés, ça veut dire que les fonds d'investissement sont à nouveau acheteurs et recommencent à acheter des sociétés en portefeuille. Ok, donc vous nous dites qu'il faut être vigilant sur la méthodologie de construction des indices, comme c'est pas toujours très astucieux de comparer le CAC 40 avec le Nasdaq. Dernier point que je voudrais aborder avec vous. J'ai vu dans l'actualité que Opale Capital devenait société de gestion et avait obtenu son agrément AMF. Qu'est-ce que ça change ? Alors, le but d'Opale, c'est vraiment de proposer ce qu'on estime être la meilleure sélection à un instant donné. Avec quel ticket d'entrée ? Avec 100 000 euros, on crée des fonds professionnels, donc c'est accessible à partir de 100 000 euros. Et pour faire la meilleure sélection, en fait, vous avez deux composantes importantes. C'est de partir de l'échantillon le plus large possible et de faire le boulot de sélection le plus discipliné possible. Le boulot de sélection discipliné possible, on le fait. On fait de l'alignement d'intérêt, donc c'est-à-dire qu'on investit nos fonds propres dans les fonds qu'on crée, donc ça montre cette discipline. Mais le fait d'être société de gestion nous permet d'ouvrir l'échantillon encore plus de façon plus large. Il y a certaines stratégies dont on n'aurait pas pu prétendre les regarder, et c'est désormais chose faite avec notre agrément société de gestion. La deuxième chose que ça change, c'est que notre clientèle qui était exclusivement française jusqu'à maintenant, en fait, on va pouvoir ouvrir les frontières et s'adresser à une clientèle aussi internationale. Merci beaucoup, Paul Moreno-Blosséville, d'avoir été avec nous pour ce point annuel sur l'activité d'Opale Capital. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Je vous avais annoncé qu'on serait long parce que c'était la rentrée et qu'on vous retrouve avec plaisir. Rendez-vous le mois prochain, sauf naturellement si on se croise dans les couloirs de Patrimonia. Ciao.